Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le voyez derrière moi, on est parti pour une nouvelle émission ici au Parlement européen. Si vous avez vu nos précédentes émissions, vous connaissez le concept. On invite un eurodéputé ou une eurodéputée, on lui pose des questions qui concernent la jeunesse. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Vous le savez peut-être, mais le 9 juin, tout le monde devra voter à partir de 16 ans. C'est une première pour les élections législatives européennes. Donc ça fait beaucoup de personnes à avertir sur toutes les thématiques que le monde politique peut influencer. Alors on a déjà fait ici dans nos émissions comme thème la migration, l'écologie, les affaires étrangères. Aujourd'hui, c'est un thème assez complexe. Il s'agit de la justice sociale et de la culture ici européenne. Du coup, si vous ne comprenez pas vraiment de quoi ça parle, on est justement là pour l'expliquer. On va en parler en long et en large. Alors pourquoi est-ce que je parle en on, en nous? Parce que je suis accompagné de mes deux acolytes, Héloïse et Corentin. D'abord, Héloïse Vanet, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi? Très bien, je suis content d'être là. Toi, tu vas plutôt partir du côté jeune, parce qu'en fait, on est une ASBL, Scanner, qui va porter la voix des jeunes, que ce soit en politique, mais aussi juste en société. Donc toi, tu vas aller chercher les jeunes et voir comment cette politique pourrait influencer sur le quotidien de la jeunesse. Je suis Corentin Melchior, comment tu vas? Très bien, merci. Toi, c'est plutôt l'inverse. Tu vas aller chercher dans le fond, dans la politique, pour voir comment cette politique fait et fera des choses pour la jeunesse. Alors, je l'ai dit, on va parler de justice sociale et de culture européenne. Aujourd'hui, on a un invité. Il s'agit de Philippe Lamberts. Bonjour Philippe Lamberts. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. J'espère que vous êtes content de participer à une émission qui est faite par des jeunes et pour des jeunes. Absolument. Alors, je vous l'ai dit juste avant l'émission, en fait, on présente tous les invités sur une même base avec un texte à trous. Donc, je lis le début d'une phrase et puis vous la complétez pour vous présenter. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, oui. La première, elle est assez simple. Je m'appelle Philippe Lamberts, au Parlement européen. Ma fonction actuelle, c'est coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. et je suis député depuis 2009. mon parti au sein de l'Union européenne, c'est Le Parti Vert européen, et donc il compte 72 députés au Parlement. et si je devais résumer son orientation politique, ce serait Défendre une société plus durable, plus juste et plus démocratique. Ok, mon parti et moi, nous luttons particulièrement donc pour, on l'a compris, mais contre quoi? Contre un modèle économique qui broie, qui exploite à la fois la planète et le vivant. Si je pouvais faire voter une directive là maintenant, ce serait L'harmonisation fiscale sur à la fois l'impôt sur les grandes entreprises et l'impôt sur les grands patrimoines. et une question du coup qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, vu le public que nous concernons, la place de la jeunesse dans la politique européenne, c'est De filer de temps en temps un coup de pied au cul à une classe politique qui est parfois déconnectée des enjeux des générations futures et je dirais même des générations actuelles. Cela donne le ton. Aujourd'hui, on l'a dit, on va parler de justice sociale et de culture, particulièrement ici, la culture européenne. Mais bon, c'est deux thèmes qui sont assez compliqués. Pour ça, on a Corentin, qui est un peu notre dictionnaire ambulant, qui va nous expliquer d'abord ce que c'est la justice sociale. Alors tout à fait, Robin. Il est important de définir les termes que nous allons utiliser durant toute cette émission. Alors l'expression justice sociale, elle est complexe, mais on peut tenter de la définir comme étant un principe moral et politique qui vise bien un égal accès aux droits pour tout le monde, de même qu'une certaine solidarité collective. Cela va donc de pair avec une juste et équitable distribution et répartition des richesses, qu'elles soient monétaires telles que l'argent ou encore symboliques telles que le pouvoir. La justice sociale part donc du principe qu'il faut entre guillemets corriger les inégalités considérées comme amorales dans la société. À titre d'exemple, si on prend l'idée que tout le monde devrait avoir accès au système de soins de santé, on luttera donc pour faire tomber les barrières, les obstacles qui l'en empêchent. Et ensuite, du coup, la culture, on se dit culture, cultivé, intelligent. Est-ce que c'est que ça, la culture? Alors la culture, c'est un terme qui semble quand même globalement bien compris, mais c'est important de le préciser. Alors la culture, elle comprend un ensemble de savoirs, donc de connaissances, de savoir-faire, mais également de coutumes. La culture regroupe donc l'art, mais aussi de la technique au sens large, de même, tout simplement que le langage, raison pour laquelle il est souvent groupé, associé à l'enseignement, d'où nous allons également un petit peu parler aujourd'hui. Alors vous le voyez ici, on vient de Scanner, c'est une ASBL du coup qui porte la voix des jeunes. Et de base, Scanner, c'est des textes, c'est de l'écrit. Et donc ici, Héloïse va commencer avec la première rubrique où elle va nous expliquer, elle va nous donner un témoignage d'un jeune qui a écrit un texte lors d'un atelier qu'on fait dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, donc ici, je vais vous parler du témoignage de Christopher, 20 ans. Christopher, 20 ans, exprime qu'il veut donner la possibilité à chaque famille et à chaque enfant de grandir avec la même chose, avec les mêmes chances. Il dit aussi « La précarité amène la violence, la souffrance. Je veux une société qui respecte la nature et ne la détruise pas. » Ici, du coup, on entend que Christophe parle de précarité, mais aussi du respect de la nature. Ouais.
Est-ce que selon vous, dans notre mode de fonctionnement actuel, à l'heure d'aujourd'hui, avoir un mode de vie écologique peut se faire pour toutes les tranches de la population? Oui, mais je dirais que ceux qui devraient le plus adopter un mode de fonctionnement écologique, ce sont les plus nantis, les plus riches de nos sociétés. Ce sont eux dont l'impact écologique, dont l'empreinte écologique est la plus forte. Et donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder dans le changement des comportements. Je veux dire, si vous prenez un avion pour un oui ou pour un non, parce que vous avez envie de faire un enterrement de vie de garçon à Milan ou aller faire un city trip à Barcelone, ben, c'est clair que ça a une beaucoup plus grande empreinte écologique que si en réalité, vous n'avez juste pas les moyens de prendre l'avion. Parce qu'ici aussi, dans la médiatisation et dans la conscience collective, il y a une sorte d'individualisation qui est en train de se faire. Et on se dit qu'en tant qu'individu, on pourrait changer les choses. On nous demande de prendre le train, on nous demande de manger bio. Et on sait que manger bio, c'est cher, prendre le train, c'est cher. Et on se demande du coup, au niveau des tranches dites les plus précaires, si c'est réellement possible en fait. Et donc, comme vous dites, peut-être faire des lois plus générales et toucher des strates plus hautes que les gens de tous les jours. Alors c'est clair que de nouveau, ce ne sont pas les plus précaires qui posent le plus gros problème en termes d'empreinte écologique. Donc ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Franchement, c'est vraiment pas par là. Par ailleurs, faire peser tout le poids de l'effort de la transition écologique sur des actions individuelles, c'est en fait oublier la cible principale. Nous vivons dans un système. Nous vivons dans un système économique qui est construit sur l'exploitation de la planète et du vivant. Et donc l'action la plus importante que les politiques doivent avoir, c'est de changer ce système, de faire en sorte que ce système ne soit plus construit sur l'exploitation de la planète et du vivant, et dans la foulée, faire en sorte que les solutions qui permettent de respecter la nature soient accessibles pour toutes et tous. Ça, c'est le boulot des politiques. C'est un peu trop facile de dire, écoutez, nous, on ne fait rien, le système, il est tel qu'il est, et que les citoyens soient responsables, qu'ils se comportent comme consommateurs responsables, comme contribuables responsables, etc. C'est un peu facile quand le système est irresponsable, en fait. Mmh. Et au niveau de l'Europe, il y a la taxe carbone qui va bientôt arriver et du coup qui veut faire en sorte de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais on sait que cette taxe carbone du coup va augmenter notamment le prix de l'essence, le prix du mazout. Et donc encore une fois, c'est les tranches moyennes voire plus précaires qui devront encore en payer les coûts entre guillemets. Sauf si on mène en même temps des politiques sociales et fiscales, donc au niveau de la taxation, qui, en fait, réduisent les inégalités et font en sorte que toutes et tous puissent se payer de quoi vivre décemment. C'est en effet indiscutable que, comment est-ce que je dirais moi, produire de manière juste et durable, ça coûte plus cher que produire de manière injuste et pas durable. Si c'était l'inverse, tout le monde produirait juste et durable, c'est malin. Donc, évidemment que produire du junk food, c'est meilleur marché que produire de l'alimentation de qualité. Alors la vraie question, c'est est-ce que tout le monde pourra se payer des biens et services produits de manière responsable et durable? Et ce n'est pas en Europe qu'on devrait avoir ce problème-là. L'Europe est un continent riche. Le gros problème en Europe est un problème de répartition de richesses. Et donc là, les leviers que l'on peut activer, c'est d'une part la fiscalité, autrement dit faire en sorte que notre système fiscal soit beaucoup plus redistributif. En réalité, il est surtout redistributif à l'égard des plus riches. Autrement dit, ce sont eux qui contribuent le moins. Et par ailleurs, ce sont tous les mécanismes qu'on a mis en place, à commencer par la sécurité sociale et les services publics, qui permettent en fait de rendre accessible toute une série de biens et de services indispensables à la vie, à tous et à toutes, et pas seulement à ceux qui peuvent se le payer. Et donc ça suppose des transformations politiques extrêmement profondes, mais petit problème, c'est que les gros leviers sont au niveau national, ils ne sont pas au niveau européen. Au niveau européen, on a les leviers de la politique environnementale, mais la politique sociale et fiscale, ces leviers-là, ils sont au niveau national. Héloïse, tu viens de nous partager donc, le témoignage de Christophe qui a 20 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de scan-r.be de notre association. C'est surtout maintenant de Corentin d'avoir sa première rubrique où il va vous demander de réagir à une déclaration publique. Alors en fait ici c'est plutôt donc, une question qui va aborder la justice sociale, la culture européenne, donc un thème ici précis, les Erasmus, une opportunité qui a changé beaucoup de vies.
Tout à fait. Alors, aller étudier à l'étranger, c'est un véritable plus pour les étudiants, tant sur le plan culturel que sur le plan de l'acquisition de connaissances. Alors, cette possibilité donc d'aller étudier à l'étranger, elle est donnée chaque année à un nombre relativement important de jeunes grâce au programme Erasmus+. C'est ce que nous dit Nelly Fessot, qui est directrice de l'agence Erasmus+ France, dans un entretien livré au Monde. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes veulent bouger, et encore plus après les années Covid. Ils savent que cette expérience d'autonomie et les acquis linguistiques et culturels seront un atout dans leur carrière professionnelle. Le montant, ici comprenez le montant des bourses, varie en fonction du coût de la vie du pays d'accueil. Cela va de 170 € à 770 € par mois. C'est notable dans un budget étudiant, mais cela ne suffit pas nécessairement pour vivre. Alors Philippe Lambert, ma première question est très simple. On l'a dit, c'est un véritable avantage d'aller étudier à l'étranger, mais ce n'est pas rendu accessible à toutes et tous, au vu bien du rapport entre le montant de la bourse et le coût de la vie. Est-ce que, selon vous, l'Union européenne pourra mettre des choses en place pour faciliter cet accès, pour toucher des tranches beaucoup plus larges de la population? Mais tout dépend des moyens financiers qu'on donne à l'Union européenne. Et c'est vraiment le on, ce sont les gouvernements des États membres, puisque le budget de l'Union européenne, ce n'est pas un budget qui provient de taxes prélevées directement. C'est une contribution annuelle des 27 États membres. Et ils ont une fâcheuse habitude de serrer les cordons de la bourse à l'Union européenne et en même temps à demander à l'Union européenne de tout faire. Non, il n'y a pas de miracle. Si on veut que l'Union européenne, par exemple, permette à plus d'étudiants de profiter d'Erasmus, il faudra donner à l'Union européenne soit directement les moyens de payer ça, soit permettre à l'Union européenne de lever l'impôt de manière à ce qu'en effet, elle ait les moyens de payer l'élargissement du programme Erasmus. Alors, parlons de taxation par la suite de l'émission. Petite deuxième question. De façon plus large, est-ce que vous pensez que l'Union européenne devrait permettre à des jeunes d'aller étudier dans des pays tiers, donc hors Union européenne, qui ne respectent pas toujours le droit international? Est-ce que ce n'est pas un petit peu incohérent par rapport aux valeurs de l'Union européenne? Alors on le fait déjà, on permet déjà à des étudiants d'aller étudier en dehors de l'Union, mais il me semble qu'il faut un minimum de socle de valeurs partagées entre les pays qui participent au programme, de manière à ce que l'expérience soit aussi féconde que possible. C'est ça, donc un accord entre les principes et valeurs des pays qui accueillent et l'Union européenne. Place à votre parole. Maintenant, Scanner s'est chargé de vous contacter, vous, les jeunes, pour avoir votre avis précis. Un micro-trottoir sur 2 thèmes, la situation des sans domicile fixe et les acteurs du milieu culturel. Ma question, c'est de savoir quelles sont les mesures et les initiatives que l'Union européenne pourrait mettre en place pour aider les personnes qui sont sans domicile fixe. Comment l'Europe s'y prend-elle pour valoriser les acteurs de la culture et leur garantir une certaine rémunération? Du coup, ici, on a entendu ces 2 jeunes parler et on sait, au niveau de la situation des sans domicile fixe, que c'est quand même quelque chose qui est plutôt du registre national. Tout à fait. Mais est-ce que l'Union européenne peut quand même mettre des choses en place, des directives, où elle n'a réellement aucun impact? Alors, le problème du logement est un problème qui, aujourd'hui, traverse toute l'Union européenne. Et on constate que, de plus en plus, les logements sont considérés comme un actif financier. Autrement dit, c'est ça la principale cause de la difficulté de l'accès au logement, et qui est notamment due à l'emballement des prix, c'est que le logement n'est plus vu comme un bien de première nécessité, c'est vu comme un bien spéculatif. Et là, ce que l'Union pourrait et devrait faire, c'est mettre en place une réglementation extrêmement stricte qui, en fait, cadenasse la possibilité de spéculer sur le logement. Et donc là, c'est une question de volonté politique. Le problème, c'est que on baigne dans une idéologie dominante qui est que, en fait, les mécanismes de marché, c'est ce qu'il y a le mieux. Et donc, plus le marché peut gérer de choses, mieux ça vaut. On voit bien que laisser la bride sur le coût du marché en matière de logement, ça conduit une partie de plus en plus importante de la jeunesse à tout simplement ne pas avoir accès au logement. Et même des gens issus de la classe moyenne. Donc ça montre bien qu'il y a un problème majeur. La population de l'Union européenne n'explose pas. Donc, a priori, on ne devrait pas se trouver face à un manque de logement. Mais évidemment, lorsque les gens transforment un logement qui devrait être loué à l'année en un Airbnb, qui rapporte beaucoup plus, eh bien évidemment, ce logement-là, il est disponible pour les touristes, mais pas pour les habitants. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les grandes villes européennes. Et ça appelle une régulation beaucoup plus stricte qui, quelque part, cadenasse la possibilité de spéculer sur le logement comme c'est le cas aujourd'hui. Merci pour votre réponse. Et concernant du coup la deuxième question, est-ce que vous pensez au niveau européen qu'il serait intéressant de revaloriser les acteurs du milieu de la culture?
Évidemment. Alors j'en parle d'autant plus à l'aise qu'une de mes filles est une professionnelle de la culture. Elle démarre sa carrière là-dedans et avec beaucoup de brio. Et le fait est que c'est des statuts précaires. À la fois, tout le monde a envie d'aller au théâtre, tout le monde a envie d'aller voir un spectacle de danse, tout le monde veut aller au cinéma, tout le monde veut aller dans des festivals. Mais c'est tellement important qu'on ne paye pas ces gens correctement et en fait, on les installe dans la précarité. Alors là, de nouveau, ce sont des dispositions très largement de nature nationale. En fait, l'encadrement, le statut d'artiste, etc., il n'y a pas vraiment de statut européen. Rien n'empêcherait l'Union européenne d'avoir une directive là-dessus, mais les politiques de salaire et de revenus sont des politiques de compétences nationales et donc le levier qu'on a au niveau européen n'est pas énorme. Héloïse, tu vas garder la parole. Dans cette rubrique, tu vas proposer une situation concrète à notre invité, Philippe Lambert. Et ensuite, nous verrons à quel point et comment l'Union européenne peut intervenir à propos de cette thématique. Oui. Du coup, ici, j'aimerais d'abord parler d'un constat que j'ai fait. Je suis étudiante en psychologie et autour de moi, dans les auditoires, nous sommes quasiment, majoritairement, que des femmes. Sauf qu'après avoir observé davantage mes professeurs et surtout les personnes au niveau plus élevé de mon académie, je me suis rendu compte que c'était majoritairement des hommes. Et donc ceci a un nom, c'est l'effet plafond de verre, ce qui exprime que les femmes ont leur place dans la hiérarchie du travail, sauf jusqu'à un certain niveau. Et ceci, du coup, engendre des inégalités où les femmes ne peuvent pas, à un certain niveau, gravir les échelons. Concernant mon constat de base, je me suis renseignée et j'ai pu regarder sur le rapport sur l'état de l'égalité des genres de l'Université catholique de Louvain, selon lequel, en effet, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y aurait plus d'étudiantes dans les universités, mais dans le personnel académique, cette tendance s'inverserait. On est donc loin de la parité homme-femme au niveau universitaire, mais cet effet de plafond de verre n'a pas lieu que dans l'université, il a lieu évidemment dans beaucoup de domaines. Au niveau de l'Europe, il y a une législation qui va être faite qui demandera un certain nombre de quotas dans les entreprises. Ouais. Je me demande donc, en fait, votre avis sur la question. Est-ce que les quotas pourraient réellement changer cette tendance et amèneraient à une certaine égalité homme-femme? Alors, il y a 30 ans, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit, mais écoutez, non, les quotas, ce n'est pas vraiment la solution. Finalement, ce qui doit primer, c'est la compétence. Et j'ai changé d'avis parce que j'ai dû constater qu'en politique, il n'y a que les quotas qui ont apporté une solution. Et donc, à un moment, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, il n'y a aucune raison qu'il y ait moins de femmes compétentes que d'hommes compétents. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Deux, sans mettre des mesures contraignantes, on ne corrige pas la proportion. Et donc, oui, je pense que c'est un instrument par lequel il faudra passer. Alors, ce qu'on essaie de faire au niveau européen, c'est des quotas dans les conseils d'administration. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que la résistance, elle est extrêmement forte. On prétend que le combat pour les droits des femmes, c'est terminé. Non seulement, ce n'est pas terminé, mais en plus de ça, on observe un backlash aujourd'hui. Je lisais ce matin, avant de venir ici, un article sur le masculinisme et donc ces jeunes hommes qui trouvent que c'est quand même aller un peu loin et on défavorise les hommes. Non, en fait, on n'est toujours pas rendu à l'objectif, qui est en effet que partout où on va, on voit un mix d'hommes et de femmes dans toutes les professions, dans toutes les positions de pouvoir. Et personnellement, donc moi je fais l'expérience depuis 10 ans que je suis coprésident du groupe des Verts, de coprésider avec une femme, on est deux, et je trouve ça génial. Déjà, le principe de la coprésidence, je trouve ça une très très bonne idée. Et par ailleurs, de le faire homme-femme, moi je trouve ça vraiment parfait, je trouve ça extrêmement enrichissant, et il faut que ça continue, il faut que ça se répande. De nouveau, je vois pas à quel titre on se priverait d'une moitié de l'humanité dans des postes de pouvoir. Enfin, il y a suffisamment d'exemples de femmes d'État, de femmes managers, de femmes dans toutes sortes de positions de pouvoir pour prouver que on n'est pas mal géré. Et je dirais même que le système dont je parlais tout à l'heure, ce système économique est construit sur l'exploitation de la planète et du vivant. Moi, je fais le pari, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que s'il y avait plus de femmes dans les postes de direction, peut-être qu'on ne serait pas dans un système qui exploite autant la nature et le vivant. Et du coup, ce système de quotas, pour vous, c'est une des clés? C'est une des clés. C'est une des clés, ce n'est pas la seule.
C'est ce qu'on a fait. Enfin, on a vécu comme ça des épisodes. Je me rappelle quand je suis rentré au groupe des Verts, j'étais en commission économique et monétaire. Je l'ai toujours été. Et au début, en fait, tous les staffs qui nous aidaient, donc les employés du groupe qui nous aidaient en commission économique et monétaire, c'était tous des mecs. C'était tous des mecs et on se disait, mais enfin, comment c'est possible? Ça manque pas de femmes économistes, de femmes compétentes dans les sujets. Et alors, on a commencé dans les recrutements, puisqu'il y a toujours un peu de rotation, il y a des gens qui s'en vont, qui vont prendre d'autres postes. Eh bien, on a évidemment donné préférence aux candidates par rapport aux candidats pour rééquilibrer le truc. Et aujourd'hui, on a la parité dans les staffs en commission économique et monétaire. Mais donc, ça suppose une attention particulière un peu à toutes les étapes, dans la manière dont vous recrutez. Et je dirais même qu'il y a bien sûr la question homme-femme, mais il y a aussi la question de toutes les minorités, parce que, oui, quand vous voyez les staffs du groupe, même du groupe des Verts, c'est beaucoup de blancs. Et là aussi, comment est-ce que vous faites pour faire attention à ce que, finalement, les staffs du groupe des Verts représentent un petit peu la diversité qu'on peut rencontrer quand on sort de ce bâtiment. Mais ça demande un effort de tous les instants, dans la manière dont on recrute, en particulier, pour s'assurer qu'en fait, les candidates n'aient pas peur de poser leur candidature en se disant « ouais, mais non, mais je ne vais pas être bonne ». Moi, je le constate. Alors, c'est des choses toutes simples, mais vous faites une soirée citoyenne, vous faites un événement public. À la fin de mon intervention, j'ouvre aux questions. Systématiquement, encore aujourd'hui, systématiquement, vous ouvrez la parole, vous avez 10 mecs qui lèvent le doigt, et vous avez... Les femmes sont encore en train de se demander « oui, mais est-ce que ma question vaut la peine d'être posée ?» Les mecs, ils ne se posent pas la question. Et donc, si, et c'est ce que je fais systématiquement, vous ne dites pas « voilà, je vais alterner et je commence par une femme c'est difficile. Mais une fois qu'une femme a parlé, les autres se disent « bah oui, pourquoi pas moi ?» et hop, c'est parti. Et alors, vous avez la parité. Ici, c'est dans un échange politique, mais ça aussi, ça a de l'importance, que en fait, chacune et chacun estime que sa parole est valable, est audible. Lambert, je sais, en politique, on a toujours envie d'argumenter, de donner son avis, et tant mieux, parce qu'on en a besoin. Mais ici, on va jouer à une sorte de petit jeu avec Corentin, où ça va être l'inverse, il va falloir se forcer à ne répondre que par oui ou par non. Okay. Vous avez quand même un joker au cas où, si vous ne voulez pas répondre. Le tout en moins de 2 minutes, normalement, vous avez tout le temps qu'il faut. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Endosser le rôle de député européen a toujours été un objectif pour vous. Oui, on peut dire oui. Voudriez-vous incarner une autre fonction au sein de l'Union européenne? Peut-être, mais Un joker? oui, allez, on va dire oui. Joker. Oui. Oui. Allez, oui. Êtes-vous globalement satisfait des décisions prises par le Parlement européen lors de votre dernier mandat? Oui. L'Union européenne doit prendre davantage de distance avec les États-Unis. Oui. Cette génération, donc des primo-votants, est-elle suffisamment armée pour faire face aux défis qui l'attendent? Non. Les citoyens ont suffisamment confiance en l'Union européenne? Non. Les dirigeants des pays membres ont trop de pouvoir sur la politique menée par l'Union européenne? Oui. Il faut davantage de démocratie directe au sein de l'Union européenne? Oui, absolument. La Commission européenne a-t-elle trop de pouvoir sur le Parlement européen? Non. L'Union européenne est-elle suffisamment à l'écoute des acteurs de terrain? Non. La réduction des inégalités devrait être une priorité pour l'Union européenne? Oui. L'Union européenne soutient-elle suffisamment l'enseignement? Non. Plus que 3 questions. Le taux d'emploi chez les jeunes devrait être une priorité pour l'Europe? Oui. La croissance économique permet-elle de réduire les inégalités au sein de l'Europe? Non. Et enfin, tous les citoyens européens peuvent-ils encore éviter la pauvreté ou un statut précaire par le biais du travail? Non. Vous pouvez de nouveau vous exprimer normalement. C'est pas facile, c'est pas facile Non, comme mais bon, ça exercice. rappelle un peu de nuance, mais c'est le jeu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le jeu. Justement ici, vous allez pouvoir justement vous exprimer en long et en large parce que vous allez rester en fait sous le joug de Corentin avec sa deuxième rubrique qui s'appelle contradiction ou logique implicite. Donc là, c'est plutôt des questions de fond où il est allé chercher vraiment dans le fond de la politique pour voir des éléments qui nous paraissent un peu contradictoires et vous allez voir nous expliquer si effectivement ça l'est ou si en fait il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Tout à fait. Alors, je tiens juste à préciser, avant de commencer, que les questions sont un peu longues, puisqu'elles tendent à préciser le cadre dans lequel elles s'ancrent, afin que tout le monde, sur ce plateau ou derrière les écrans, comprenne bien la portée de la question.
Alors on va exemplifier ça directement avec la première, qui est la suivante. L'Union européenne, eh bien, elle souhaite réduire les écarts économiques, donc de richesse et de développement, entre les régions qui la composent. Et ce, par le biais de la politique de cohésion. Alors l'idée de base, elle est très simple. Soutenir les régions les plus défavorisées par le biais de divers fonds. Alors, ces fonds, eh bien, ils sont quand même importants parce qu'on parle de 330 milliards d'euros de 2021 à 2027. Cependant, et dans le même temps, eh bien, les inégalités au sein même de ces régions, donc entre habitants, elles ne font qu'augmenter. Alors, face à ce constat, et face à l'effort financier que représente la justice sociale pour l'Union européenne, eh bien, certains voient un nouveau mode de financement qui pourrait justement alimenter l'Europe. La question des taxations des plus riches, donc des grosses fortunes, et des multinationales. Alors, cependant, l'Union européenne, eh bien, elle semble s'obstiner à s'y opposer. Alors, Philippe Lambert, c'est ma première question, vous la voyez arriver. C'est ce que c'est pas un peu contradictoire d'avoir une Union européenne qui veut réduire les inégalités, soit entre habitants, entre régions, mais qui refuse de faire participer ceux qui ont le plus, donc taxer les grosses fortunes? Alors de nouveau, comment est-ce que je dirais moi, l'idéologie dominante, c'est le meilleur moyen de réduire les inégalités, c'est le marché. Sauf que, je veux dire, toutes les études montrent bien que c'est l'inverse. Si vous laissez le marché à lui-même, la richesse est de plus en plus concentrée. Piketty et Zuckman et d'autres l'ont bien montré. Et donc, il y a un véritable travail à faire, notamment via la fiscalité. Et en effet, l'Union européenne est le bon niveau pour faire contribuer ceux qui devraient être les gros contribuables, puisqu'en fait, ceux-là, en général, se jouent de la concurrence fiscale entre les États membres pour évidemment déplacer leurs actifs, déplacer leurs profits. Et donc, on devrait le faire au niveau européen. Petit problème, c'est qu'on doit le faire à l'unanimité. Donc, si on veut mettre en place un impôt européen sur le patrimoine, un impôt européen sur les multinationales, il faut le faire à l'unanimité. Donc, il se trouve toujours évidemment un petit rigolo pour mettre de l'huile du sable dans les engrenages. Mais fondamentalement, le plus gros obstacle reste un obstacle idéologique. C'est que la majorité des ministres des Finances, la majorité des premiers ministres continuent à croire que enrichir les riches, ça profite à tout le monde. Et tant qu'on n'aura pas, comment dirais-je, extirpé cette croyance des cercles dirigeants, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est « Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ?» C'est les milliardaires qui créent les multinationales et qui créent la richesse et l'emploi. Ben non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Le capitalisme dans lequel on est aujourd'hui est un capitalisme prédateur ou d'extraction de rente. C'est pas du tout un capitalisme d'innovation. C'est absolument pas ça. Et donc aujourd'hui, le profit récompense la captation de positions dominantes beaucoup plus que la création de valeur pour la société. Et donc, il faudrait revenir à une économie de marché qui fonctionne au profit de tout le monde. Mais quand bien même ce serait le cas, ça ne nous exonérerait pas de l'exigence de taxer le capital, de taxer les profits des multinationales qui alimentent le capital, de manière à ce que, en effet, ce soit celles et ceux qui ont les épaules les plus larges qui fournissent les contributions les plus lourdes à l'effort général. Je vous remercie pour ces éléments de réponse. Alors j'ai une dernière question, tout en respectant bien le délai de l'émission. Alors le domaine de la culture, c'est une compétence qui relève principalement des États membres. Autrement dit, les États membres sont les principaux acteurs en matière de subventions, d'organisation, encore de reconnaissance de la culture. Cependant, l'Union européenne, elle a des compétences d'appui en la matière. Autrement dit, elle peut soutenir les États membres dans le domaine de la culture. Et justement, la politique culturelle de l'Union européenne, elle passe par un programme qui s'appelle Médias Créatives. Alors ce programme, il a 3 volets, les médias, la culture et le volet transsectoriel. Alors quand on analyse un petit peu les objectifs de ce programme, les porte-paroles de l'Union européenne nous disent que c'est pour faire célébrer et faire vivre cette culture européenne qui est justement diversifiée et vivante. Mais quand on s'intéresse plus précisément au texte de l'Union européenne, on voit un autre objectif se dégager, qui est le suivant, je cite, l'objectif d'accroître la compétitivité et le potentiel économique des secteurs de la culture. Alors Philippe Lambert, vous me voyez arriver avec ma question, oui. Mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire d'avoir une Union européenne qui d'un côté met en avant la diversité culturelle et le fait de célébrer cette culture, et puis qui d'un autre côté dit que c'est un objectif économique? Oui, mais c'est de nouveau un autre exemple de cette obsession de l'économie. En fait, comme si nous étions des homo economicus, d'ailleurs on ne dit jamais féminin economica, soit dit en passant, comme si la seule chose qui motivait les humains, c'est ce qui peut se chiffrer en francs et centimes, et qu'en fait, tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. En réalité, je reviens à une expression très simple de notre langage quotidien. Lorsque vous et moi disons de quelque chose que ce quelque chose n'a pas de prix, c'est pour dire ça a énormément de valeur. Eh bien, on devrait réaliser qu'en effet,
certaines choses qui ont énormément de valeur pour nous doivent obéir à une logique qui n'est pas celle du marché. Si on pense que le succès d'une politique culturelle européenne, c'est que le prochain blockbuster de science-fiction soit produit en Europe, ben je pense qu'on se trompe. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de blockbuster produit en Europe, la question n'est pas là. Mais est-ce que c'est vraiment ça une politique culturelle ou au contraire, c'est de favoriser justement la diversité des modes d'expression, la diversité des expressions culturelles sur le terrain, de faire en sorte en effet que la culture, ce ne soit pas un truc où d'une part il y a des trucs hyper élitistes pour le peuple de Davos qui doit aller dans des expositions auxquelles personne ne comprend rien, et par ailleurs des blockbusters qui peuvent rivaliser avec Hollywood. La culture, en fait, quand vous parlez, quand vous-même, vous allez au théâtre, quand vous allez dans des festivals, quand vous allez voir du spectacle vivant, ça n'est pas du tout, ça n'est pas la logique d'une culture élitiste et ça n'est pas la logique d'une culture de masse, mais dont l'objectif est d'abord de faire du profit économique. Et c'est là que, me semble-t-il, l'effort et les moyens publics devraient être consacrés. On arrive tout doucement à la fin de cette émission, donc je l'ai dit, et oui, ça passe vite quand on s'amuse. Justement, scanner, de base, c'est des textes, on en reçoit énormément sur plein de thèmes, vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur notre site internet scan-r.be. Et donc Héloïse va un peu clôturer en lisant le texte d'Inès avec « Fleurir l'humanité ». Le plus révoltant dans ce monde, c'est toutes les fois où l'on ne donne pas à l'autre ce qu'on aimerait recevoir, où l'on fait subir ce qu'on ne voudrait jamais vivre. Cette attitude a un nom. Plus que de l'égoïsme, c'est du sectarisme. C'est estimer que l'autre ne mérite pas notre égard, notre considération, notre respect. Il arrive à tout le monde de ne pas traiter l'autre comme il se doit. Mais le problème survient quand on en fait un principe, un mode de vie, une politique. Tu dis, cette personne n'est pas comme moi. Je peux la railler, la juger, la frapper, la voler, l'insulter, la discriminer, l'agresser. Peu importe. Cette personne est autre. Mais qui est cette personne? Tu dis, je suis généreux avec ma famille, mes amis, mon pays. Mais en étant bon qu'avec les gens comme toi, tu n'es pas généreux. C'est dans la différence, le désaccord, la divergence que ton humanité doit se manifester. Nourrir ce qui te ressemble, c'est développer tes propres intérêts. Donner à l'autre, c'est ça qui fait fleurir toute l'humanité. Un dernier mot peut-être sur ce texte, Inès. C'est un super beau texte avec lequel je suis entièrement d'accord. Et de nouveau, ce qu'on enseigne aujourd'hui en faculté de sciences économiques, c'est que nous sommes des homo economicus et que la seule chose qui compte pour nous, c'est moi. En fait, c'est une idéologie qui continue d'être enseignée dans toutes les facultés de sciences économiques, dans toutes les écoles de commerce, dans toutes les écoles de journalisme où on donne un cours d'économie, dans toutes les écoles d'ingénieurs où on donne un cours d'économie. On continue de faire croire qu'en fait, il n'y a que moi, je. Et que le reste ne compte pas. Et si tous les moi, je poursuivent leur intérêt, eh bien, nous aurons l'optimum pour la société. Le nous n'existe pas. Le nous n'existe pas pour ces gens-là. Eh bien, reconstruire du nous, et du nous, c'est forcément du nous avec des gens différents, c'est ça l'objectif, me semble-t-il, sous-jacent de la transition écologique et solidaire que nous portons. Et nous terminerons du coup sur ces mots. Merci beaucoup, Philippe Lambert. Avec plaisir. J'espère que ça vous a fait du coup plaisir de participer à une émission créée par et pour la jeunesse. Avec plaisir, oui. Et comme vous ne l'avez pas dit au début, c'est mon dernier mandat. J'achève dans quelques semaines mon mandat de député européen que j'ai exercé pendant 15 ans. Et donc, c'est très bien de terminer par ce genre d'interview. Super, nous sommes contents de clôturer du coup votre carrière alors, sur une émission comme celle-ci. Je remercie aussi les téléspectateurs qui nous regardent de chez eux pour votre fidélité. Si vous n'avez pas vu encore les précédentes émissions, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a énormément de thèmes qui concernent la jeunesse et au final le quotidien de tout le monde. Ça peut vous aider à comprendre comment fonctionne la politique et aussi à comprendre à quel point votre vote est important. Le 9 juin, vous devrez voter à partir de 16 ans. Donc il faut comprendre un petit peu le monde qui nous entoure pour pouvoir être représenté de la meilleure façon possible. Merci beaucoup de nous avoir suivis. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, c'est Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est toujours scan-r.be. Vous pouvez le voir, donc c'est scan-r.be sur notre logo. D'ici là, portez votre voix, elle mérite d'être entendue. À bientôt et merci beaucoup.